Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très ravis de vous voir aujourd'hui. Nous allons partager avec Yann, mon très cher collègue et mon binôme, notre expérience sur l'IA générative. Pourquoi ce sujet de l'IA Gen me tient autant à cœur? En fait, j'ai eu la chance, dans le cadre de ma mission chez le client pendant 14 mois, accompagner les rôles différents sur l'adoption de l'IA générative de bout en bout. Vraiment, à partir de cartographie des impacts stratégiques de l'IA, jusqu'à la création de la construction du Journey Map avec les cas d'usage par rôle, et jusqu'à la création des assistants, des prompts. Et ces assistants des prompts, ils sont aujourd'hui dans l'outil interne chez Orange Group, accessibles par 75 000 collaborateurs. Mais ce qui était vraiment très, très, très précieux pour moi, c'est que grâce à cette mission, j'ai pu vraiment toucher à peu près 1200 personnes, coach agile, design thinking, epic owners, product management, pour les démontrer concrètement dans leur quotidien, dans leur geste métier, comment l'IA générative peut aider à gagner du temps, augmenter la qualité, booster la créativité, mais surtout amplifier le potentiel humain. Et je dois vous dire en toute transparence que tout ça, rien de tout cela n'aurait pas existé sans la personne qui m'a transmis cette passion à l'IA générative à l'époque. Et vous pouvez deviner qui est cette personne. C'est mon binôme Yann, mon très cher collègue depuis 6 ans. Je suis gêné. Merci beaucoup pour cette présentation très sympathique. Moi, pour ma part, je suis Head of Generation chez Inspirit, et donc mon travail au quotidien, c'est d'accompagner des équipes et des organisations sur l'intégration de l'IA générative dans leur travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de vous montrer un peu qu'est-ce qui va se passer un peu dans les entreprises avec l'IA générative, et notamment avec les IA agentiques. Un petit moment de publicité pour nos partenaires, pour les sponsors de l'événement. On les remercie. C'est grâce à eux qu'on mange le midi. La présentation s'est faite, merci. Pourquoi cette conférence? En fait, on est parti d'un constat. Vous avez peut-être déjà vu ces rapports récents, notamment du MIT, qui disent que 95% des transformations IA génératives échouent. Malgré des milliards d'investissements, il n'y a que 95% des organisations ne tirent aucun retour de leurs investissements en IA générative. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe de différent pour les 5% qui réussissent. Et là aussi, les rapports, sur le MIT, mais il y a eu d'autres rapports, Dora notamment, qui sont sortis récemment, qui disent tous la même chose. En fait, les 5% qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à profondément ancrer l'IA générative dans le workflow des collaborateurs et à vraiment en faire une partie intégrante du flux de travail. Donc, à travers des systèmes apprenants, à travers l'intégration vraiment profonde dans le workflow, l'amélioration continue, c'est-à-dire dépasser le stade des use cases où on va découper des stories ou faire des choses comme ça, et vraiment en faire un outil quotidien des équipes qui s'améliore en permanence et qui s'adapte. C'est ça qu'on va essayer d'illustrer aujourd'hui avec vous, parce que comment on arrive là? En fait, c'est la révolution agentique qui permet vraiment d'implémenter, d'atteindre ces fameux 5% d'organisations qui réussissent, et c'est ce qu'on va essayer d'illustrer. Alors, qu'est-ce que c'est un agent? Qu'est-ce que c'est un agent? Il y a beaucoup de définitions. Nous, dans le cadre de notre conférence, on s'est dit que l'agent, c'est un système qui est capable de raisonner, prendre les décisions, agir de manière autonome à partir des données qu'il va recevoir d'un être humain. Il a 3 parties intégrantes de l'agent. Il a son cerveau, c'est LLM de préférence de raisonnement, c'est ce qui permet de raisonner et de prendre les décisions. Il y a la mémoire, comme ça, il va vraiment retenir toutes les interactions, les conversations avec vous et garder le contexte. Et enfin, ce sont les outils. Donc, toutes sortes des outils qu'il va utiliser pour justement accomplir votre tâche, interagir avec le monde extérieur. Maintenant, par rapport au type de système. Au début, c'était très modeste. C'était juste soit un single agent system, comme vous voyez, très linéaire. Après, c'était plutôt les systèmes, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est quand on juste fait le réplica, on clone l'existant dans notre monde réel. Donc, il y a un manager, un superviseur. Après, il y a les rôles bien distants et ça va amener vers les solutions. Et si vous regardez maintenant en 2025, ça
Ça a évolué à tel point qu'il y a vraiment des types des systèmes agentiques très très sophistiqués, et ce n'est pas l'objet de notre conférence aujourd'hui. Si ça vous intéresse, au plaisir d'échanger pendant les pauses. Ok. Maintenant, comme Yann l'a dit, très peu de slides. Tout de suite, on passe dans le vif du sujet, la démo. Pour la démo, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme le sujet pour que ça soit parlant pour tout le monde. Surtout que vous êtes un public divers et varié, très hétérogène. Et deuxième chose qui est très importante, pour que ça ne soit pas abstrait, bateau, pour que quand l'agent et le produit, ce soit compréhensible pour vous. Est-ce que c'est à côté de la plaque ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de qualité? Ok. Et nous avons choisi le sujet. Qu'est-ce qui nous réunit tous et toutes aujourd'hui, maintenant, ici? La conférence. Ok. Donc, du coup, notre cas d'usage, c'est que nous allons demander l'agent de la part d'une équipe agile en charge de la conception d'une application, nous aider à l'organisation d'Agile en scène. Ok. Et on se lance dans cette aventure. Est-ce que vous entendez toujours bien? Ok. Nous utilisons comme logiciel agentique Cursor. Renaud, il a présenté déjà, donc je ne veux pas perdre le temps. Ce qui nous intéresse, c'est nous ne pouvons pas lire dans les pensées des gens, mais nous pouvons lire dans les pensées de l'agent. Donc, nous pouvons voir par quelle réflexion il passe. Donc, il a créé une instance. Une instance ici, donc vous voyez Agile en scène. Et dans cette instance, ce qui nous intéresse, c'est le workflow, la visualisation. Je vais l'ouvrir pour que ça soit plus sympa. Dites-moi s'il vous plaît, entre-temps, est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Alors, bingo. Le workflow, en fait, il a choisi en toute autonomie. Nous avons un certain nombre de workflows. C'est à lui de décider lequel il est le plus pertinent pour notre cas d'usage. Il a choisi le workflow avec strat, analyse, exécution, amélioration continue, finalisation. Les codes couleurs. Ce que vous voyez en bleu, en fait, c'est sa boîte à outils que nous avons créée pour chaque étape, sous-étape. Regardons concrètement de quoi il s'agit. Par exemple, je prends, je sais pas, les OKR. Ça va nous amener vers une fiche méthode que nous avons créée justement pour préciser à l'agent qu'est-ce qu'on attend de lui. Quel est l'objectif? Quels sont les inputs attendus? Quel format d'output on souhaite qu'il nous apporte? Ensuite, surtout, ce qui est très important, c'est l'interaction avec nous. Est-ce qu'on souhaite qu'il soit totalement autonome? Est-ce qu'on souhaite que ça soit la notion de human in the loop, donc l'interaction avec lui? Voilà. Donc, il a tout ça. Maintenant, ce qui est ultra intéressant, c'est regarder, finalement, il a choisi ce workflow. Et je vais faire une petite spoiler, normalement. Il doit ajouter les artefacts parce que dans chaque étape, il a les artefacts, les livrables à créer. Regardons ensemble. Comme j'ai dit, c'est très sympa parce que c'est très sympa parce que on peut pas encore, ok, et c'est normal, il bosse. Ce qui est intéressant, c'est regarder justement, parce que là, je vous montre la création. Est-ce que finalement, il est abouti jusqu'à... Donc, nous regardons tous les documents qu'il a créés. Vous voyez un petit map, junior map. Merci Yann. C'est vrai que c'est plus user-friendly et plus sympa. C'est un outil Obsidian, justement, qui rend les données plus visuelles, plus sympas. Donc, qu'est-ce qu'il a créé comme les artefacts? Dans la strat, il a choisi créer OKR, Visual Statement. Il était sage, il a suivi notre fiche méthode. Ensuite, dans la phase exploration de problèmes, c'est intéressant comment il a visualisé un petit map.
OK. Ensuite, il a créé Johnny Map. Très intéressant comment il a abordé le sujet des personas. Est-ce que c'est pertinent? OK. Ensuite, l'exploration de solutions. Bref, je ne veux pas déplier tous les artefacts qu'il a créés. Je vous montre juste comme un exemple. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'objectif, c'était qu'il puisse créer le prototype. Donc du coup, backlog, c'est fait, ok, parfait, MVP, user story, selon les bonnes pratiques, et le prototype. Je vais juste vérifier, est-ce que par hasard ou par miracle, il n'a pas fait l'update? Yes. Tout ce que vous voyez en rouge, en vert, ce sont les artefacts qu'il a créés. Donc, comme vous avez vu, je vous ai montré dans l'Obsidian, justement, il a créé Empathy Map et tous les autres outils. Vous voyez tout ça dans ce workflow. Il a choisi quelle méthode et il a créé les livrables. Et maintenant, le suspense, il est à son comble. Est-ce qu'il a créé le prototype? Ouais, j'ai l'impression que non. Alors, ça arrive. Avec ces agents, ouais, c'est assez. Plus ils sont intelligents, donc plus ils ont d'étapes de réflexion, plus ça donne de la volatilité. Donc, la volatilité, parfois, un des impacts de la volatilité, c'est qu'il va pas faire la même chose à chaque fois. Là, on pourra vous montrer les différentes choses qu'il a créées dans d'autres instances qu'on a essayé. Là, vous voyez, en fait, c'est toute sa réflexion. Donc, on voit ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Ah si, il l'a fait. C'est juste qu'il ne devait pas avoir réfléchi à ce moment-là. Il a bien créé un prototype, mais pour une raison que je n'explique pas, on n'y accède pas tout de suite. On va y accéder autrement, il n'y a pas de souci. Il doit être dans le développement, index, on va récupérer. On va le mettre dans un indicateur. Et donc voilà, ça c'est le résultat de son travail en autonomie sur juste le prompt qu'on lui a donné au départ. Du coup, c'est juste pour chronométrer combien de temps il s'est passé justement de la demande jusqu'à la création du prototype. En fait, si on regarde, c'est à peine 10 minutes. Donc, il a démarré à telle heure et il a fini finalement à peine 10 minutes. Mais ce qui est très important, c'est que ce n'est pas seulement qu'il a créé le prototype, il a créé tout le contexte à ce sujet. Et ce contexte, il est riche, comme vous avez vu, selon les bonnes pratiques de l'agilité. Et ce qui est très, très important, c'est que nous pouvons revenir à tout ce contexte pour après retravailler, ajouter les choses, et il garde tout ce contexte, donc il peut travailler par itération. Et il a créé le prototype. Certes, ce prototype, il n'a pas de données réelles, donc du coup, c'est, comme vous voyez, c'est juste placeholder, mais c'est cliquable. Regardez, et s'il y a les drop-down, les menus déroulants, donc c'est fonctionnel. Voilà, tout ça en 10 minutes. Donc maintenant, j'aimerais bien demander vos réactions. Et merci vraiment de partager à ce stade-là les réactions, toutes les questions par rapport à la réalisation, les questions techniques, nous allons prendre à la fin, nous avons le créneau accordé à ça. Quelles sont vos réactions? Qu'est-ce que ça vous évoque l'interaction avec agent, sa production qui souhaite partager? Alors moi j'ai déjà une première réaction, c'est quelle est la masse d'informations au départ, quel est le niveau de détail qu'il faut apporter pour avoir un résultat, certes, abouti de cette façon. Je me permets de répondre à ta question. En fait, dans cette partie de la démo, on a démarré from scratch. Ça veut dire qu'on n'a pas fait l'input. On a juste écrit avec le langage naturel. Ce n'est pas maintenant prompt que voilà, nous sommes une équipe agile. Tu pourras déplier, s'il te plaît. Nous sommes une équipe agile. Voilà, il faut créer l'application. Donc, il s'est basé justement sur son toolbox, sur les fiches méthodes. Il a tout créé. Est-ce que ça répond à votre question? Et ça fait une très bonne transition parce que là, justement, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe quand on le laisse en parfaite autonomie. Et d'un certain côté, on peut se dire, waouh, quand même, en quelques minutes, juste avec un prompt très très générique, on parle juste d'une vague application d'aide à l'organisation d'Agile en scène, il sort quelque chose qui est assez avancé, en fait, qui est
dont on peut critiquer le fond. Hein, c'est un peu ça sur lequel on vous propose de jouer. Hein. Qu'est-ce qui vous paraît pertinent si vous étiez utilisateur de cette application? Mais on peut quand même se rendre compte assez vite qu'il y a un peu des limites à ça. On voit que c'est bien fait, mais peut-être que ça correspond pas à ce qu'on aurait fait nous en tant qu'humains ou à ce qu'une équipe aurait fait. Pour en arriver là, et ça répond aussi un peu à la question qui a été posée, et pour rappel, on est passé quand même par un certain nombre d'artefacts, c'est-à-dire qu'on lui a fait générer des éléments comme une équipe agile aurait fait, pour qu'il puisse s'appuyer dessus et que le prototype soit pas juste le résultat direct du prompt, mais le résultat d'un ensemble de réflexions sur la stratégie à appliquer, en fait, exactement comme aurait fait une équipe agile. Hein. Donc, on réfléchit en termes de vision statement, d'OKR, d'empathy map. On fait des personas pour se dire pour qui on fait l'application, donc comment on essaie de faire en sorte qu'elle soit adaptée, etc. User story mapping, Lean Canva pour identifier tous ces éléments-là. Mais on n'aurait pas forcément fait pareil. Mais l'avantage de cette approche, c'est que, et c'est là qu'on va essayer c'est ce qu'on va essayer d'illustrer dans cette deuxième partie, c'est que tout à coup, on a créé un contexte sur lequel on peut interagir nous aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste l'IA toute seule qui fait des choses, c'est finalement, comme on l'avait visualisé ici, un ensemble de fichiers, une arborescence de fichiers qui sont éditables et qu'on peut modifier nous-mêmes et donc sur lesquels on peut contribuer. Donc là, on rentre dans un mode de collaboration entre l'IA et l'humain, qui est beaucoup plus intéressant et on va pouvoir faire des choses. Entre parenthèses, là, ce qu'on a fait, c'est un fonctionnement d'agent qui est global, c'est-à-dire qu'il n'est pas, contrairement à, peut-être certains d'entre vous ont assisté à la keynote de Renaud Chevalier. Ce qu'il nous a montré, par exemple, c'est des agents qui correspondent à des rôles d'équipe agile, qui correspondent à des rôles de product owner, et même un peu plus finement, en fait, si on reprend le parallèle avec le workflow qu'on a utilisé, qui correspondent à des méthodes. Il y a un agent qui va faire le vision statement, un agent qui fait les OKR, etc. Là, on a une approche un peu différente. Ce qu'on se dit, en fait, c'est que cette approche qui consiste à faire un agent par rôle, c'est un peu de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on essaie de reproduire la façon dont fonctionnent les humains. Mais les humains fonctionnent comme ça parce que on a besoin d'expertise pointue, que tout le monde peut pas être expert dans toutes les choses, et donc on se passe le relais entre experts, finalement, dans une équipe. Alors qu'un LM, il est fondamentalement expert de tout. Et la façon dont on implémente des agents spécialisés, c'est non pas développer des compétences particulières de ce LM, c'est restreindre ses capacités en lui disant que tu ne fais rien d'autre que des user stories, tu ne fais rien d'autre que telle ou telle chose. Donc là, on a une approche qui est un peu plus intéressante de notre point de vue, qui consiste à lui donner accès à tout le contexte et donc à tirer parti de sa capacité à être expert de tout pour aller analyser un peu tous les éléments, co-construire avec nous ces éléments et aller produire quelque chose qui est un peu l'infusion de tous ces livrables qu'on aura produits et qui vont chacun amener la pertinence au produit final du prototype. Aucun input. Ce qu'on a donné comme input, c'est le format des fiches méthodes, ce que vous montrez Svetlana tout à l'heure. On lui expliquait qu'est-ce qu'on attend. Ce sont plutôt les templates. C'est des sortes de métaprompts qui expliquent comment utiliser, qu'est-ce qu'on attend de lui et quel est le format de sortie qu'on veut. Après, c'est lui qui a généré lui-même ses personas. Il a identifié que Maryse, comme master agent, organisatrice, ça peut être un bon persona. Il a listé tous les éléments parce qu'on l'a guidé là-dessus. Et il a généré les empathy maps, etc. Mais fondamentalement, tout ça, c'est des fichiers éditables qu'on pourrait éditer. Donc, l'autre avantage de cette approche, c'est qu'on n'a pas besoin de configurer des workflows complexes. En fait, toute la façon, et on vous en a parlé tout à l'heure des workflows, toute la façon dont c'est réellement généré, ça tient sur quelques fichiers qui sont des simples fichiers texte, un peu plus que des fichiers texte, des fichiers Markdown, mais fondamentalement, c'est des fichiers texte un peu améliorés, qui décrivent le workflow. Donc là, je suis une équipe agile, et mon workflow, c'est la stratégie, l'analyse, l'exploration problème, l'exploration solution, l'exécution. Et pour chaque étape, une liste de méthodes qui elle-même renvoie à des fiches méthodes, celles que vous avez vues tout à l'heure, etc. Donc finalement, en tant qu'équipe, je peux configurer assez facilement dans un fichier texte quelles sont mes grandes étapes, je peux les réviser, les changer, créer mes propres fiches méthodes et utiliser tout ça avec un agent pour m'aider à construire l'ensemble du contexte en fait commun agent IA qui va me servir en tant qu'équipe. Au passage, on peut même se rendre compte que finalement, même quand votre agent tombe en panne, vous avez toujours votre contexte et en tant qu'équipe, vous pouvez toujours continuer d'avancer là-dessus. L'agent n'est pas, on n'est pas dépendant de l'agent pour continuer à travailler et pour produire des choses qui ont de la valeur. L'autre avantage de cette approche, c'est que finalement, là, comme vous voyez, on a utilisé Cursor parce que c'est quelque chose d'un peu générique qui à la base est plutôt fait pour du vibe coding.
mais qui finalement marche aussi très bien dans ce contexte parce que c'est fondamentalement un agent LLM. Mais finalement, vous pourriez faire la même chose avec n'importe quel LLM. Vous pourriez faire ça avec ChatGPT, avec Copilot, d'une façon peut-être moins pratique, parce que là, Cursor, en tant qu'agent intégré, est capable de planifier. Donc, vous avez vu, il planifie ses différentes tâches, il réalise tout en autonomie. Là où ChatGPT, il y aurait forcément quelque chose de manuel. Vous allez devoir vous-même lui indiquer quels sont, lui drag and dropper les fiches et lui donner les éléments de contexte dont il y a besoin. Mais fondamentalement, vous avez tous ces éléments-là et vous pouvez les déposer dans n'importe quel LLM. Et en fait, un autre point intéressant, c'est que non seulement vous pouvez configurer votre workflow, mais là, on a pris un workflow d'équipe agile, parce que ça vous parle à tous, je pense qu'on est agile en scène. Mais c'est exactement le même principe et la même chose pour n'importe quel processus. On pourrait faire la même chose pour du recrutement, là où il n'y a pas du tout de développement. On pourrait créer un workflow où on identifie un peu toutes les grandes étapes et on met en place des fiches méthodes pour que l'IA nous aide à construire des fiches de poste, des competency framework, du talent mapping, etc. On peut imaginer la même chose pour des managers où il va nous aider à faire des plans de développement, des feedbacks, des sessions de feedback, etc. Pareil pour un RTE. En fait, c'est une façon de travailler qui est extensible à n'importe quel processus dans une entreprise. Et qui permet de vraiment tirer parti. Et là, on revient à ces fameux 5% qui arrivent à rentrer l'IA dans tous les processus. On est là-dedans. C'est-à-dire que là, tous les éléments du processus de n'importe quelle équipe ou de n'importe quel métier peuvent être mappés d'une façon qui va pouvoir permettre de tirer parti du LLM. Donc à quoi ça peut ressembler concrètement? Si on se prend quelques exemples, il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est de se dire, voilà, quelles sont les ressources là? Il est parti de ressources assez basiques, en fait juste notre prompt. Si on lui donne des ressources un peu plus intéressantes, là par exemple j'ai une petite synthèse sur Agile en scène, on peut se demander s'il arrive à en tirer parti pour non seulement mettre à jour le prototype, mais finalement mettre à jour tout le contexte. Mets à jour le contexte avec cette synthèse là où ça te paraît pertinent. Je lui dis juste ça et on va voir s'il est capable d'aller chercher les informations dans ce fichier. Qu'est-ce qu'il va en faire? Là, il réfléchit évidemment. D'ailleurs, c'est le moment peut-être pour dire que cette approche, c'est M-Shape, dont Jürgen Appelo a parlé hier. Donc cet agent, il a le profil M-Shape. Oui, absolument. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça, en fait. Ce qu'on va illustrer là, c'est que tout à coup, la façon dont on travaille avec l'IA va favoriser des profils M-Shape, comme disait Jürgen Appelo, où, vous le voyez bien, on est en train de travailler avec l'IA sur tout le workflow. Donc finalement, ça change la dynamique. On n'est plus cantonné à un rôle de product owner, testeur ou développeur. On est capable, l'IA nous accompagne en tout cas sur une partie beaucoup plus large du workflow. Il va probablement faire évoluer le profil. Peut-être que demain, le rôle strict de product owner tel qu'il est va évoluer vers quelque chose de plus large. Peut-être qu'on va avoir des nouveaux rôles. En tout cas, on se retrouve dans une configuration où l'impact organisationnel va au-delà de la simple copie des rôles actuels. Alors vous voyez ce qu'il fait là, c'est intéressant, c'est que il a un certain nombre d'informations sur Agile en scène qu'il n'avait pas avant, et il s'en sert pour mettre à jour tout un tas d'éléments. Par exemple, le vision statement. Alors c'est un IDE, c'est un petit peu, ça parle pas forcément à tout le monde, mais ce que vous comprenez, c'est que la partie rouge, c'est ce qu'il a enlevé, et la partie verte, c'est ce qu'il a rajouté sur la base des informations qu'on lui a données. Donc au départ, dans son vision statement, il avait une phrase un peu bateau, et là, il a enrichi avec des informations qui viennent du contexte. Il sait que c'est 950 participants sur 2 jours, ce qu'il ne savait pas avant. Sur les critères de succès, là aussi, il a amélioré en indiquant le nombre de sessions, etc. Donc, vous voyez, grâce à ça, il va aller modifier tout notre contexte, notre fameux, ce contexte-là, tous ces éléments qu'on construit pour nous permettre collectivement avec l'IA de produire quelque chose rapidement qui a de la valeur, et il le met à jour. Donc là, sur les OKR, voilà, il a rajouté des impacts pertinents. Pardon, quelque chose sur le statement, sur les OKR.
Voilà, il a changé les key results pour les rendre plus pertinents en fonction du vrai nom d'utilisateur, ainsi de suite. Bon, je vais pas tout faire. Ah, les personas aussi, il a modifié les personas. Ok, donc pour que ça corresponde plus aux enjeux d'Agile en scène. On va tout garder. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que peut-être que vous avez déjà, dans vos contextes, travaillé sur ce mode-là, utilisé ces outils, un vision statement, des OKR, des impact mapping, dans un contexte d'équipe agile. Et qui d'entre vous est déjà revenu sur un impact mapping, sur des OKR, sur les OKR, c'est peut-être à part, mais sur un vision statement, Persona. des personas. Voilà, personne ne lève la main, mais bon. De fait, on constate souvent ça dans les équipes, c'est-à-dire qu'à un lancement, on va faire tout un tas on va utiliser beaucoup ces outils, et après, on est pris dans le delivery, on revient pas sur ces outils. Là, ce que permet de faire l'IA, c'est de revenir dessus et en permanence les mettre à jour, et donc on a toujours un vision statement qui correspond à l'état exact de où est-ce qu'on en est sur notre connaissance du client, de comment nos objectifs ont évolué pour telle ou telle raison. Ça rend possible des choses qui n'étaient pas possibles avant, et finalement, d'une certaine façon, ça nous rapproche de l'agilité et des principes de l'agilité tels qu'ils étaient initialement. C'est-à-dire que ça nous permet d'être vraiment itératif, d'être en permanence dans l'amélioration continue, d'une façon qui est beaucoup moins simple sans l'IA générative. Donc, vous voyez, là, on a mis à jour un certain nombre de choses grâce à ça. C'est une façon de l'utiliser, mais plus intéressant, comment on peut améliorer les choses, nous, en tant qu'humains. Donc, on a ce prototype. Ok, il est intéressant. Moi, ce que j'ai envie... Est-ce que quelqu'un a une idée de fonctionnalité qu'il veut implémenter, qu'il voudrait tester? Comme ça, vous allez voir que c'est pas préparé en amont, c'est vraiment en live. Franck, en tant qu'organisateur, est-ce qu'il y a des... je ma réquisition. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manquerait là dans cette... Allez, on va challenger notre agent. Mais justement, c'est ça, c'est qu'on est en pilotage. C'est-à-dire que là, il a fait quelque chose qui nous plaît pas forcément. Et comment est-ce qu'on intègre assez rapidement? Bien sûr, mais là, ce que j'ai fait en temps réel pendant que je vous parlais, c'est que je regardais ce qui modifiait, et si ça me plaisait, j'acceptais. Si ça me plaisait pas, j'acceptais pas. Donc en fait, on est tout le temps en contrôle dans ce mode-là. C'est nous qui décidons finalement qu'est-ce qu'on garde pas, ou qu'est-ce qu'on modifie manuellement. Je pourrais très bien écrire moi-même la partie vision statement. Et ça, c'est la responsabilité effectivement en tant qu'humain. Donc ça, c'est pas l'IA qui va vous le faire. Vous, votre responsabilité, c'est justement de co-construire ce contexte qui va vous amener à de l'impact. C'est tout l'enjeu de ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que évidemment, on va pas s'arrêter à ce qui a été généré. J'espère que le message passe bien. La première, le prototype qu'on a généré, c'est évidemment pas ce qui a vocation à être final. Ce qu'on génère vraiment, c'est un contexte qui va nous permettre de construire itérativement quelque chose qui s'améliore en fonction de ce que l'humain veut. Mettons que, je sais pas, je vais proposer une fonctionnalité du type ajoute une fonctionnalité budgétaire. Pour cela, propose-moi des options parmi lesquelles choisir. Et en fait, ça nous met dans une position qui est beaucoup plus de décideur. C'est-à-dire qu'on va décider, il va nous faire des propositions, nous on va amener nos propres idées, et ça va nous aider avec l'ensemble de ce contexte à infuser, à déterminer qu'est-ce qui peut amener le plus de valeur, qu'est-ce qui peut par petite itération, être vraiment le plus proche de ce que nous, on cherche à produire. Pendant qu'il est en train de prendre en compte tes modifs, moi, je veux le rendre très explicite. Quel est votre prénom? Parce que vous avez posé la question cruciale. Et surtout que vous êtes dans la couleur que j'adore. Vous avez posé la question par rapport à quelle est la place de l'être humain, surtout dans tout ce qui est valeur client. Yes. D'accord. Mais vous avez écouté notre très cher speaker keynote Jürgen Appelo hier, qui a parlé de human in the loop. Donc la deuxième partie de la démo, je veux bien le rendre explicite, c'est justement cette approche human in the loop. Et justement, c'est toute quand il y a dans les médias toutes ces histoires que on va être tous remplacés par la générative. À quel moment vous voyez dans ma première démo qu'on peut remplacer un être humain? Il écrit les trucs bateaux, et c'est au moment quand il est intervenu pour le guider, pour ajouter les inputs,
Aussi, c'est très important, pourquoi l'intervention d'humain dans certaines étapes de processus, elle est cruciale. Parce que il faut prendre les décisions, parce que il peut s'agir de sécurité, il peut s'agir aussi d'utilisation éthique et responsable. Merci. Donc voilà, là, il nous a fait des propositions pour intégrer des fonctionnalités budgétaires, un suivi de base avec une saisie manuelle des coûts, catégorisation simple, une analyse du ROI, une option budgétisation complète et un écosystème financier. Donc voilà, là, on est un peu dans le crescendo. Dans la réalité, évidemment, en tant qu'équipe, on va réfléchir dessus, on va peser le pour et le contre, creuser un peu plus les solutions. Là, pour l'exercice, on va se dire, ouais. Partons sur l'option 1. Donc là, c'est bon, on est un peu dans la position d'un chef d'entreprise qui fait des choix, on lui propose des options et il choisit. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va implémenter l'option. Donc il est en train de travailler dessus. Là encore, il est en autonomie là-dessus, donc il modifie le backlog pour tenir compte de ça. Si on regarde vite fait ce qu'il a rajouté, ben voilà, il a rajouté des user stories sur ce sujet-là. Et il est en train de modifier le prototype lui-même. Il fait un certain nombre d'interactions. Mais là encore, on pourrait le guider et lui dire, nous, en tant que garant du contexte, bah, ça ne suffit pas que tu fasses le backlog, je veux que tu me fasses des wireframes, par exemple. Donc, en attendant qu'il ait fini, je vais lui demander quand même, propose-moi des wireframes avant de générer un nouveau prototype. Alors, il l'a déjà généré, mais c'est pas grave. Mais comme c'est nous qui sommes responsables pour la prise de décision, nous pouvons à tout moment le guider. Je vais regarder quand même. Voilà, donc il l'a mis un peu à jour. Et avec, voilà, il y a un écran budget maintenant, et vous voyez, il y a un aspect gestion budgétaire. Encore une fois, ce qu'on essaie de bien vous faire conserver comme message, c'est l'idée qu'il y a une co-construction humaine, c'est ça qui amène la valeur. C'est parce qu'on va itérer dans ce mode-là où on est en pilotage de l'IA, où on est en échange et on crée les éléments de contexte pour faire un produit qui est pertinent. C'est ça qui va amener la vraie valeur. On n'a pas évidemment là l'occasion de développer à fond comme on ferait dans une équipe, mais je pense que déjà en quelques exemples, vous constatez que on a fait un choix d'options. On a assez rapidement un prototype sur lequel on peut se dire oui ça nous va, non ça nous va pas, et on est en permanence dans un mode où on peut le guider, lui demander d'améliorer tel et tel élément de contexte qui va nous servir à la fois à l'IA et à nous pour générer quelque chose de pertinent. Ouais, on va passer aux questions-réponses. Je vais juste peut-être lui laisser finir les wireframes pour illustrer ce dernier point. Avant de vous laisser les questions, on voulait vous laisser partir avec deux key takeaways clairs. C'est celui du context engineering. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça, mais c'est quelque chose qui va devenir clé dans l'implémentation de l'IA générative dans les entreprises. On a beaucoup parlé de prompt engineering. Aujourd'hui, on est un peu au-delà de ce cap et c'est vraiment la notion de comment est-ce qu'on construit un contexte. Là, vous avez vu dans l'exemple qu'on vous a montré, on a construit des workflows dynamiques qui permettent de générer, sur la base de méthodes, tout un contexte sur lequel va reposer la qualité de ce que va produire l'IA et l'humain en coordination. C'est vraiment ça la clé. Et ça va devenir un enjeu très vaste qu'on a effleuré là, parce qu'en fait, ça porte aussi beaucoup d'autres éléments comme l'optimisation du contexte pour minimiser la quantité de tokens, etc. Il y a des enjeux budgétaires, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Ce qui va avec aussi, c'est l'enjeu de design du workflow. On a essayé de vous illustrer aussi, c'est que on part d'un workflow évidemment qui est celui qu'on connaît, hein, d'une équipe agile, et en fait, ça nous fait évoluer assez vite vers quelque chose de différent, qui ne passe pas forcément par des cases prédéfinies. On rejoint un peu aussi ce que Jürgen Appelo disait hier dans sa conférence sur les workflows en network et plus seulement en VSM chaîné. Donc cette approche en chaîne où on fait une chose puis l'autre, etc., qui finalement est reliée à la façon dont on travaille en tant qu'humain par le fait qu'on enchaîne des experts, elle est moins pertinente dans ce mode-là, et on voit que c'est beaucoup plus en réseau. C'est-à-dire que là, quand j'ai fait quelques modifications, elles n'ont pas reparcouru toute la chaîne. L'IA est allée modifier tout de suite les éléments de contexte qui étaient pertinents par rapport à ça. Donc tout à coup, on travaille un peu en étoile dans tous les sens. Et cette notion de design de workflow va être une clé là-dedans, où les équipes vont commencer par partir de ce qu'elles connaissent, mais vont faire évoluer vers quelque chose qui est de plus en plus pertinent et de plus en plus dynamique.
Voilà, c'était les key takeaways.